Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Don't Lie with Delay. L'invité que je reçois aujourd'hui est un artiste engagé aux multiples talents. Amoureux des arts graphiques, il aborde des sujets très sérieux avec une belle touche d'humour. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Cet invité, c'est Alexis Beskin. Allez, c'est parti! Bonjour Alexis, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci et toi? Très bien, je te remercie. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. D'accord. C'est bon, tu es prêt? Prêt. Tu es français d'origine russe par ton père et brésilienne par ta mère. Fan de basket, tu pars aux États-Unis à l'âge de 17 ans où tu y vis 10 ans. Parle-nous un peu de ton enfance. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Issy-les-Moulineaux. Et petit, je me suis intéressé, j'ai dessiné très tôt, moi et mes frères. J'ai 3 frères qui sont tous artistes ou dans la musique. Et voilà, et en fait, assez tôt, j'ai commencé à jouer au basket et ça m'a permis de partir aux États-Unis. Et c'est là où, où j'ai fait mes études d'art en même temps de jouer au basket. D'ailleurs, au pays de l'oncle Sam, tu as rencontré tellement de succès que tu as exposé du coup dans des galeries assez prestigieuses. J'ai commencé en fait par le musée d'art contemporain de la diaspora africaine, Mokada à Brooklyn, qui m'a valu un article dans le New York Times. J'ai exposé dans des musées comme le New Britain Museum of American Art dans le Connecticut et un peu partout dans beaucoup de villes américaines. Alors tu as créé une technique inédite qui s'appelle l'acupuncture où tu mélanges le bois, la glycéro, mais aussi un petit objet qui a l'air banal comme ça, qui est le clou. Comment as-tu trouvé cette technique? En fait, quand j'étais à l'université justement aux États-Unis, assez tôt j'ai cherché à avoir ma propre idiome visuel, ma propre langue, mon propre style. Et donc j'ai commencé encouragé par un professeur de mixed media, j'ai commencé à jouer avec les matières, les matériaux. Et j'en suis venu clou, qui pour moi est une métaphore assez intéressante à beaucoup de points de vue et que beaucoup de cultures utilisaient aussi, comme les Nkisi du Congo. Et où trouves-tu toutes tes influences alors? Mes influences un peu partout, alors pas forcément, j'en trouve dans l'art plastique, ça peut aussi venir de la danse comme Alvin Ailey. Une grosse influence aussi c'est Jean-Paul Goude, bien sûr, j'ai grandi avec ces images dans les années 80 et aussi dans le pop art, il y a Chuck Close. Et beaucoup de gens après, beaucoup de mes contemporains comme Hank Willis Thomas ou Nick Cave qui est danseur aussi. On remarque en fait dans tes œuvres une symbolique très forte. Tu parles du traumatisme causé par la société, sur les thématiques comme le sexe, l'ethnicité, les minorités, la religion. Ouais, en fait, mon travail parle vraiment d'identité, ce que les Noirs connaissent, ce que les Noirs subissent. Mais en fait, je parle de thèmes universels en fait. Mais je les exprime de par l'expérience et le corps noir. Alors on peut retrouver dans tes œuvres des icônes pop que tout le monde connaît. Tu as emprunté justement à l'art pop des icônes comme Banania, comme Monsieur Propre et comme plein d'autres. Peux-tu nous en parler de ça? En fait, j'utilise... Astérix aussi. Astérix aussi, ouais. Astérix est assez récurrent dans mon œuvre. J'aime bien utiliser ces icônes que beaucoup de gens reconnaissent. Justement en fait et les utiliser d'une manière un peu bizarre en fait, les dénaturer pour que les gens se posent des questions pourquoi il a utilisé Astérix comme ça. J'utilise Astérix beaucoup pour parler de l'idée bête en fait de hiérarchie de francité. Par exemple le fait qu'on appelle certains Français des Français de souche et d'autres Français des Français issus de l'immigration comme s'il y en avait qui étaient moins nobles que d'autres ou moins français que d'autres. Et donc c'est pour ça que j'utilise Astérix qui est un Gaulois et donc c'est cette métaphore là. Alors pour le plaisir des téléspectateurs, on va regarder tout de suite comment tu mets ta technique à l'œuvre. Les clous sont pour toi une métaphore de la transcendance. Explique-nous pourquoi. Alors la transcendance parce que les clous sont des objets qui peuvent faire mal, qui peuvent pointer, qui peuvent piquer, mais en même temps ce sont des outils qu'on utilise pour bâtir des choses. Donc c'est un peu comme les expériences douloureuses ou les expériences difficiles que l'on peut vivre, elles nous aident à aller de l'avant.
si on est positif, bien sûr. Tu as un vrai programme démocrate qui est celui de rendre l'art accessible à tous, en le rendant plus populaire et moins élitiste. C'est vrai qu'en France, souvent, l'art est sacralisé, on regarde comme quelque chose de divin. Moi, j'ai envie que ça soit quelque chose de populaire, comme qu'on entre dans des musées, dans des galeries, comme on entre dans une salle de cinéma pour aller regarder un film. En fait, souvent, les gens, en gros, presque demandent mon avis sur certaines œuvres, mais moi je suis un spectateur comme tout le monde, et quand on va voir un film ou quand on écoute de la musique, on n'a pas forcément besoin d'avoir le musicien à côté ou le directeur pour nous expliquer le film. Et en fait l'art c'est ressenti. Si on aime, si on n'aime pas, on n'aime pas. Et ça en fait j'aimerais bien que les gens comprennent ça et qu'ils aient vraiment une expérience individuelle et personnelle à l'art sans penser que c'est quelque chose un peu... Ouais, voilà. D'accord. Alors il y a des grandes stars américaines qui possèdent certaines de tes œuvres, comme Donald Byrd, Talib Kweli ou encore Common. Bah en fait, ouais, Common et Talib Kweli étaient venus à mon université et je leur avais fait don de mes œuvres. Donald Byrd aussi, lui a enseigné à Howard University pendant qu'il était passé, on avait échangé, j'avais pris des photos de lui, j'avais dessiné et il avait acquis certaines de mes œuvres aussi. C'est super ça, bravo. Ouais. Bientôt, je vais peut-être acquérir une de tes œuvres. Bah, il faut. Tu as appelé ton expo négrifique, c'est le néologisme de nègre et magnifique. La question identitaire est essentielle en fait à ton art et à ce que tu es. Pourquoi? En fait, dans mon art, je parle de beaucoup de choses j'exprime beaucoup de choses de mon propre vécu. En fait, ayant grandi à Paris, en France, en tant que noir, métisse. Donc voilà, j'ai vécu beaucoup de choses, des contrôles d'identité, de la police, j'ai vu beaucoup de choses autour de moi. Et en même temps, ce sont des thèmes qui me sont chers. Mais après, en tant qu'artiste, on peut parler de ce qu'on veut en fait. Récemment, il y a quelque temps, est sortie une couverture dans le magazine Libération d'une de tes photos de Marianne que tu as rebaptisée Mariam. Oui. C'était sur le sujet La France noire, 3 siècles de présence. Peux-tu nous parler de ces expériences? Oui, alors en fait c'était à l'occasion du lancement d'un livre de Pascal Blanchard sur des images en fait de noirs depuis les années 1600 jusqu'au présent. Et il y avait aussi un DVD en 3 volets de Juan Gelas sur le même thème. Et donc une de mes images, Mariam, s'inscrivait vraiment dans ces thèmes et elle est assez, elle est un peu devenue une icône. Elle a été utilisée dans plusieurs bouquins comme couverture. Et donc j'ai fait cette œuvre en 2003 et pour moi c'était une affirmation de francité parce qu'on sait que beaucoup de jeunes Français noirs et arabes ont grandi avec beaucoup de discrimination au point où beaucoup ne se considéraient pas français. Et donc pour moi, il était important de créer cette affirmation en fait, de francité. Après, la nationalité, c'est pas forcément quelque chose de très important dans l'identité. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Tellement au-dessus de la France, parce que toutes ces petites questions... de francité. Ouais, on est vraiment... Je pense que une identité, ça ne s'arrête pas juste à une nationalité. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Et on n'a pas vraiment de frontières, on va où on veut, on fait ce qu'on veut. Mais il était quand même important de reprendre quelque chose qui nous appartient. Et pour parler de douleur, tu as choisi comme symbolique le clou qui fait mal, qui pique, qui pointe. As-tu connu toi, dans ton parcours d'artiste, des périodes difficiles? Je pense que de toute façon, toute expérience difficile aide à avancer, quoi qu'il arrive. Donc non. Ce dont je parle, c'est peut-être à un niveau plus large, l'expérience noire au sens large. Que ça soit le colonialisme, l'esclavage. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses en fait, vraiment, mais qui se rapportent à des thèmes universels. Dans le contexte sociologique dans lequel nous sommes et dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, arrives-tu vraiment à vivre de ton art? Moi oui. Oui, et après le fait qu'on soit dans une société de consommation ou non, je ne pense pas que ça influe. Je pense que du moment que je continue à créer des œuvres pertinentes, il y aura toujours des personnes que ça touchera. Et que ça intéressera et quand il y a des personnes qui sont touchées, elles ont envie d'avoir ces œuvres près d'elles et donc de les acquérir. Alors en dehors de tes œuvres, tu fais aussi de superbes portraits, de très belles photos de mode. Je ne me considère pas trop photographe, mais c'est vraiment quelque chose que je fais plus pour m'amuser. Et c'est vrai que de toute façon mes tableaux, quoi qu'il arrive, à la base partent de photos que je retravaille et qui deviennent des acupeintures. Mais mes photos de mode, ouais, vraiment, et ça me permet de voyager.
Et c'est aussi une sensibilité que j'ai. C'est vrai que j'inclus pas mal la mode dans mes œuvres. Alors tu es aussi ambassadeur d'une association qui s'appelle Giving Back, qui est toujours à l'initiative de basketteurs de haut niveau, dans lequel vous allez construire des écoles dans certains pays d'Afrique, dans lequel vous investissez aussi pour l'éducation, la culture, favoriser le sport. Peux-tu nous parler de cette association? Alors oui, Giving Back, en fait, m'ont désigné comme ambassadeur des arts. À la base, c'est une association de jeunes basketteurs. Et ils sont abandonnés partout, hein. Au cimetière, dans les écoles, dans les maisons abandonnées, devant des portes, partout. Le but de la tournée, donc, de visiter des structures au Sénégal, au Mali et au Cap-Vert, qui ont besoin d'aide, de voir comment avec eux on peut les aider. Comme ambassadeur, j'ai développé un concept en gros d'école d'art où je forme des jeunes au Brésil, dans le pays de ma mère, dans la ville de ma mère à Salvador. Je les professionnalise en tant que jeune artiste. Là par exemple, il y a un jeune, Thiago, qui lui était dépressif et donc il a besoin vraiment d'art pour vivre. Et donc quoi qu'il arrive, il va être artiste. Mais il est très bon. Mais je le professionnalise, c'est-à-dire que je l'aide à choisir certaines matières à la place d'autres. Je lui montre aussi qu'on peut gagner de l'argent avec l'art, que ça peut être lucratif, et aussi grâce à Giving Back, ils vont pouvoir voyager. Là, je travaille avec des jeunes de Bobigny sur un projet. Mes jeunes du Brésil vont venir travailler avec ces jeunes à Bobigny, ils vont faire cette connexion. Puis ils vont me suivre au Maroc dans une résidence d'artistes où je prépare une exposition pendant un mois, au mois de juin, et à la fin ils viendront au Sénégal. Donc ces jeunes qui ne sont jamais sortis de Salvador, du Brésil, pourront voyager, voir d'autres perspectives, et on va dire que l'art va leur permettre d'ouvrir d'autres horizons. Tu les formes à l'acupuncture? Je les forme à l'acupuncture, mais je les forme aussi, en fait, je les forme à l'acupuncture pour qu'ils m'aident, parce que ce sont aussi mes assistants. Mais surtout, je les aide à développer leur propre idiome visuel. Je veux qu'ils soient indépendants et qu'ils aient leur propre style aussi, comme moi j'ai réussi à avoir le mien. Quels sont tes actus à venir? Là, je suis vraiment à fond dans ce projet de Giving Back. J'ai une exposition en mai à la galerie de Brian Elliott Rowe qui se trouve rue Amelot. Et voilà, et après il y aura l'exposition de Giving Back au Brésil, à Salvador, qu'on fera aussi sûrement au Sénégal, et il y aura une vente aux enchères des œuvres à New York, normalement peut-être en septembre, on ne sait pas encore, c'est pas sûr. Après je continue à créer et à essayer d'inspirer des jeunes et des gens et à m'exprimer en fait. Alors là, on va passer à la partie de l'émission la plus soft, la plus cool. Tu dois répondre sans réfléchir. D'accord. Si tu étais un objet? Le miroir de Delay. Ah bon? Ok. Ouais. Fan de rap, quelle chanson es-tu? Fan de rap, Just to Get By de Talib Kweli. Si tu devais faire un dîner chez toi, vu que je sais que tu aimes cuisiner, quels sont les artistes que tu inviterais? Alors j'inviterais Janelle Monáe, Marvin Gaye. J'inviterai mes petits frères qui sont tous les deux artistes aussi. Alors on peut voir que tu fais attention à ton image et que tu as une très bonne hygiène de vie. Tu fais du sport? Ça m'arrive, je fais pas mal de vélo. Quand je suis sur Paris, je vais partout à vélo, en Vélib. Et ouais, je fais un peu de pompe à gauche, à droite. Sinon tout le reste c'est naturel. Merci beaucoup Alexis d'être venu dans cette émission, ça m'a fait très plaisir. Merci pour ta générosité, merci pour le temps que tu nous as accordé. Tu es très talentueux, mais ça tu le sais déjà, je suppose que tout le monde te le dit. Et puis je te souhaite beaucoup de belles œuvres, de belles expositions à venir et tu nous tiens au courant. Hein. Bien sûr. Ciao, peace. Cette interview est à présent terminée, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité, à bientôt, bye bye.